Quand tu es à un dîner et que les gens tirent vers l'intello, ça m'angoisse et je me dis il faut dire une connerie. Et à ce moment-là, quand tu dis une connerie, en fait, tu sens que tu désamorces tout le monde et tu les déstabilises. Et du coup, je me la suis un peu appropriée à moi-même. Quand je fais trop l'intello, c'est bien que derrière, je m'auto-savonne. Ouais. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Quand des gens racontent que des blagues de cul dans un bar, t'as envie de dire, vous savez, Nietzsche était d'accord avec vous. Ouais. Et en fait, c'est ce décalage-là qui fonctionne. Prendre le contre-pied. Exactement. Ouais, et surtout, j'aime pas quand les gens se prennent au sérieux, dans aucun sens du terme. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Alex Vizorek. Bonne écoute. Si je décris un tout petit peu ce que tu fais sur scène, Ouais. donc hier soir tu es monté sur scène donc, dans le Gala d'Oldelaf, Ouais. et en fait quand tu arrives sur scène tu rentres en queue de pie un peu comme un chef d'orchestre, tu commences à faire un peu de musique avec l'orchestre sur place qui joue mal. Excusez-moi, maître, c'est ultra faux. Ils sont nuls, c'est l'orchestre. Et après ça te permet d'enchaîner sur ton passage qui est sur L'histoire de l'opéra. Moi, je suis venu à Montreux pour parler d'opéra. Je voulais parler d'opéra français, d'opéra allemand, d'opéra italien, d'opéra russe. Vous parlez russe, Montreux? Bah, si j'étais vous, vu la circonstance, je commencerais à l'apprendre. Donc... Et je voulais parler aussi même d'opéra américain. Bah oui, alors ça paraît bizarre de dire opéra américain, mais ça existe. Bon, c'est un petit peu comme le vin belge. On n'en parle pas beaucoup et il n'y a pas de hasard, mais quand même, c'est très, très, très intéressant. Il y en a un à sauver dans l'opéra américain et c'est lui. Oh, je l'adore. Leonard Bernstein, merveilleux. Tu me disais que tu avais construit ça pour l'Opéra de Lille, c'est ça? Alors, l'Opéra de Lille m'a demandé de venir pour un spectacle un peu plus populaire, qui était sur l'histoire de l'opéra, donc du Verdi, du Tchaïkovski, du Rossini, des trucs quand même que du Carmen. Si tu les entends, tu dis ah oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais. Et il m'avait demandé, entre les morceaux, d'expliquer ce que les gens vont écouter. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand tu sais ce que tu vas écouter, tu écoutes plus attentivement. Que tu dis, bon, sinon, on te le jette à la gueule. Bon. Et donc, je racontais un peu l'histoire des opéras, je racontais un peu à quelle époque ça avait été écrit, par qui, comment, pourquoi. Créé au XVIIe siècle, c'est un mot italien, opéra, qui vient du latin opus. Opus qui veut dire ouvrage. Donc, dans l'opéra, il y a vraiment cette notion de travail qu'on ne retrouve pas du tout dans le jazz. Ouais, je sais, mon truc, vous connaissez bien le jazz. Jazz qui vient du grec jazzos, qui veut dire envoie les notes dans n'importe quel ordre et on dira que c'est de la musique. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est le jazz. Il y a des choses qui sont difficiles ici à transposer, mais il y a pas mal de choses qui étaient des bonnes vannes, en fait, et que je pouvais ramener ici en faisant un seul sketch de 7 minutes, alors que je faisais 25 minutes entre les airs d'opéra pour le spectacle à Lille, Ouais. où les gens venaient en tant que, quand même, amateurs de musique classique. Ici, ils viennent pour rire, Ouais. donc je les prends un peu à rebrousse-poil. Mais comme le spectacle était sur le thème de la musique, je trouvais que ça se prêtait bien. L'opéra le plus joué au monde, il est français et c'est Carmen. Regardez, Carmen, magnifique, c'est une affichette de l'époque. Alors Carmen, c'est la dame qui semble dire « je prendrais bien la même chose ». À un type qui semble lui répondre « je suis désolé, je suis pas garçon de café, moi je suis torero ». Donc vous voyez... Et composé par Bizet, Georges Bizet, merveilleux. Il l'a composé et il est décédé quelques mois après. Il n'a jamais su que Carmen était ce succès mondial. C'est un petit peu comme si Michel Sardou était décédé sans savoir que tous les mariages de province se terminent par les lacs du Connemara. C'est incroyable. C'est merveilleux, merveilleux. Et je voulais vous parler d'opéra allemand. J'adore l'opéra allemand et des compositeurs qui peut-être ont été oubliés, mais qui restent des références. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui en Suisse, mais il a un petit talent. Voilà. La culture de mon public. Je pense qu'il y a des auditeurs de France Inter, parce que là, c'est pas possible autrement. Tout de suite, ils m'ont reconnu Mozart. Merveilleux, merveilleux. C'est un portrait de Mozart. Bon, en fin de carrière... Moi, si tu regardes les passages à Montreux, il y en a un sur l'art, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a des profs d'art qui l'utilisent pour inaugurer leur classe en début d'année. Ils disent, regardez, l'art moderne, ça peut aussi être ça. Ça m'a hyper touché quand ils ont fait ça. Mais c'est beaucoup
avec des projections. Moi, je trouve que c'est important dans ma façon de créer, qu'on voit des trucs quand je parle. Et donc, quand je parle des compositeurs, je trouve que c'est bien. Wagner, c'est bien de voir sa gueule. C'est ça. D'ailleurs, c'est marrant. Et donc, sur l'écran géant, à chaque fois que tu parles d'un compositeur, on voit son visage, sa peinture. L'opéra allemand, évidemment, je ne peux pas passer outre. Une autre grande star, voilà Richard Wagner, qu'on voit ici un jour où il était plutôt de bonne humeur. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photos. Et je crois qu'il y a une ou deux photos de Wagner. Et bon, il tire la gueule, parce qu'à l'époque, ils tiraient tous la gueule, parce qu'il y avait une photo à faire, donc ils se concentraient. Et c'est vrai que je dis qu'il est dans un bon jour. Tout le monde sait que la musique de Wagner, elle est plutôt pas marrante. Donc ça marche. Et la Traviata, c'est lui, c'est Giuseppe Verdi. La Traviata, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une prostituée qui se révèle être atteinte de la tuberculose. En gros, c'est Pretty Woman sous respirateur artificiel, ça c'est la Traviata. Magnifique histoire. L'opéra italien, très vaste. Vraiment, dans ta manière de réfléchir, c'est que tu vas prendre des sujets, par exemple l'opéra, l'art, la mort dans ton nouveau spectacle, ou l'écologie, qui paraissent des sujets assez sérieux et sur lesquels il y a des gens qui ont vraiment réfléchi très sérieusement à tous ces process-là. Et tu les tournes un peu en dérision et en comédie. Est-ce que c'est comme ça que tu travailles, c'est-à-dire que tu cherches des prémices un peu comme ça, qui vont tout de suite être rigides? J'aime bien quand la prémisse est intelligente. J'aime pas dire humour intello, parce que du coup, ça fait un peu... on va pas y aller, parce que ce sera intello. Alors que franchement, si vous venez... Souvent, les gens, ils sortent et ils me disent « Putain, on croyait qu'on allait se faire chier. » En fait, on a bien ri. Je préfère que ça se passe dans ce sens-là, on va pas se mentir. Mais donc, moi, j'aime bien que la prémisse, elle soit intelligente dans mes recherches, si tu veux. Quand je parle de la mort, j'ai essayé de lire quelques philosophes en me disant on va voir ce qu'ils disent. Et quand quelque chose m'intrigue dans la recherche, je me dis putain, cette phrase, elle est vraiment bien. Et si je me dis cette phrase est vraiment bien, si je la dis, je vais déjà susciter chez la personne un truc à dire ah putain, ça j'ai pas pensé. Et si derrière tu fais une bonne vanne, t'as tout ramassé. Parce que en fait, mon maître, c'est Lucchini. J'étais allé voir son spectacle sur la littérature pensant apprendre des choses. Ce qui était vrai, j'ai appris des choses. Mais putain, j'ai ri pendant 1h40. Je dis, putain, le mec est fort, quoi. Moi, est-ce qu'il m'a parlé de Roland Barthes, m'a parlé de Chrétien de Troyes, m'a parlé de Céline, m'a parlé de Paul Valéry, que je connaissais moins bien. Et au fond, j'ai appris des choses sur ces mecs, et je suis sorti, j'avais cette espèce de relâchement de me dire, putain, j'ai beaucoup ri, quoi. Et je me dis, c'est à ça qu'il faut arriver. Alors moi, j'ai pas la culture de Lucchini, je peux travailler pour me renseigner sur certains trucs, mais j'ai pas sa culture instinctive. Et en même temps, je pense que les gens ils viendront me voir moi parce qu'ils ont envie de rire, pas tant qu'ils ont envie d'apprendre. Mais après, je peux leur faire repartir avec un petit bagage en me disant c'est cool si vous repartez. Il y a des gamins qui comprennent un tout petit peu d'Heidegger en étant venus me voir. Et ça me fait tellement plaisir. Tu as cette vanne dans ton nouveau spectacle parce que j'ai eu la chance de te voir à New York parce qu'on est parti à un festival là-bas. D'ailleurs, on embrasse Colin Carto tout à fait, qui nous a fait un beau cadeau en montant un plateau stand-up à New York. Ouais, et là-bas, tu as cette vanne justement où tu dis, alors je me rappelle plus qui est le philosophe, mais tu dis le spleen. Baudelaire. Et tu dis Baudelaire, il avait le spleen, donc pour les jeunes, Baudelaire, il avait le seum. Gros seum Baudelaire, comme ça, si vous dites Baudelaire, le seum. Et ça cartonne de ouf, ça marche hyper bien. Alors ça c'est chouette parce que les adultes voient ce que c'est le seum. Le mot est devenu suffisamment populaire pour que les adultes voient. Les gamins voient pas complètement ce que c'est le spleen. Les gamins de 10 ans qui n'ont pas encore eu cours de poésie, quand je cite Baudelaire, ils disent bon. Et quand tu dis Baudelaire a le seum, en fait ça marche parce que ça fait l'anachronisme un peu, tu vois. Mais au fond c'est drôle parce que c'est vrai. Ouais. Parce que vraiment gros somme Baudelaire. Parce que ça a l'air d'être compliqué, en fait c'est tout simple. Et c'est ça que si tu arrives à ça, je pense que tu peux même être transgénérationnel. Ouais. Bonsoir Montreux. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non, mais c'est la règle, parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant « je suis belge » parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors, moi, je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Rassurez-vous, je vais pas faire 5 minutes sur la baguette. Ça, c'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi, je dis « posez-vous la question », vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi, j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse.
C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée, on va pouvoir y aller. Malraux a dit, ça te calme tout le monde. C'est terrible. À Paris, ils me disent toujours, oui, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, non, vraiment, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là. C'est le manque de recul. C'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et que moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh bien, j'ai décidé que pendant 10 minutes, on allait parler d'art. Et je vous demanderai bien sûr de tempérer l'enthousiasme. Moi, je voulais parler un peu de ton passage sur l'art, où en fait, tu es venu il y a 6 ans et tu fais un passage où tu t'appuies sur des images. Ce qui est hyper galère pour moi, parce que c'est un podcast audio. Donc, ça donne peut-être envie aux gens d'aller voir déjà sur YouTube. Je crois que c'est celui qui est le plus vu de moi. Mais en gros, tu arrives sur scène et tu as un écran géant à côté de toi et tu vas montrer au fur et à mesure des tableaux qui, au début, sont un art... où il y a une vraie technique de dessin, même s'il y a toujours une technique de dessin, et au fur et à mesure, tu vas vers un art contemporain où c'est des tableaux blancs, des monochromes, des carrés noirs dans un carré blanc, des tableaux qui sont coupés au cutter, etc. Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'œuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc? Eh bien, j'ai fait des recherches, et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige, qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a de la neige ». Bon, alors, vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un acrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près 100 ans, 1915, avec Malevich. Malevich qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, je vous le propose. Ramenez ça chez vous, réfléchissez à ça. Cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellente, c'est qu'il paraît que Malevich était pas hyper content de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 3 ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, arrêtez tout, j'ai trouvé. Je vais faire quelque chose de plus sobre. Carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Vraiment, je vous le propose. Vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier, et je te fais le tableau tout blanc, l'acrome parfait. Voilà, et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part? Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. C'est génial, et puis c'est relativement pratique. Il arrive vers 9h à l'atelier. Et ça, je voulais savoir comment ça t'est venu, cette inspiration d'écrire ça. Alors, c'était dans mes recherches sur le premier spectacle. Je m'étais mis comme contrainte d'écrire 7-8 sketchs dont chacun, le point de départ, ce serait un art. Donc la musique classique, c'était la cymbale. Et puis j'en avais un sur la sculpture que j'ai jamais joué ici, mais en fait je me mettais en position de sculpture et tout le sketch défilait, c'était des phrases. Ah oui, d'accord. Et c'est vraiment extrêmement visuel. Mais ça marche assez bien parce que il y a jamais eu, je crois, un sketch complètement à lire. Alors j'ai eu malheureusement 2-3 fois des gens qui étaient venus qui étaient malvoyants. C'est pas le meilleur moment du spectacle pour eux parce qu'ils entendaient des rires, ils savaient pas pourquoi. mais après j'allais leur lire, tu vois, personnellement après le spectacle. Mais et puis j'avais un sketch sur le cinéma où j'analysais le film Mort à Venise. Ok.
Et j'expliquais que c'était con de mettre la fin du film dans son titre, parce qu'en fait, il ne meurt qu'après 2h10 de film, et tu sais qu'il va mourir fatalement. Donc, j'avais fait toujours une espèce là-dessus, tu vois. De volonté de réduire le travail d'un artiste. Oui, non, mais... et en fait, quand Mort à Venise est passé sur Arte, le nombre de gens qui m'ont écrit pour dire putain, à cause de vous, j'avais regardé Mort à Venise, j'avais pas tout perdu quand j'ai compris ça. Et donc, je m'étais dit, l'art contemporain, il y a quelque chose à faire. Et puis on m'a dit après, en fait, t'as été très malin, parce que il y a eu des sketchs sur l'art contemporain. Gad, il a un sketch où il joue un artiste contemporain, et il explique une œuvre, etc. Et en fait, les gens ont toujours inventé des œuvres en jouant des personnages de artistes ou de galéristes, tout ça. Personne s'est dit, prenons les œuvres qui existent parce que c'est peut-être plus marrant. Et en fait, évidemment qu'il y en a. Et je pense que c'est pas réduire le travail des artistes que de justement un poil en rire. Parce que je vois pas pourquoi l'art devrait sortir de la logique du rire. Parce que ça le met au centre de la société. On rit de tout. On rit des politiques, on rit des handicaps, on rit... Et au fond, ça fait société. Pourquoi l'art doit s'exclure de ça? Et il y a des gens qui m'ont dit, en fait, ça nous a déculpabilisés d'aller au musée. Oui. On pensait que c'était pas pour nous. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Et si vous trouvez ça ridicule, au moins vous l'aurez vu. Et vous saurez pourquoi. Mais en plus, ce sketch, il est quand même assez particulier parce que moi, je me souviens, j'étais dans les backstage quand tu as fait ce sketch. Je faisais making of à l'époque. Et ce que moi, je me souviens que ça m'avait retourné parce que ce que j'adore, c'est que donc dans ce sketch, il y a une espèce de moquerie qui est gentille de l'art moderne et de la façon de dessiner un monochrome qui paraît effectivement absurde. Des peintures qui paraissent simples. Tu les caricatures, tu les réduis en fait à leur première vision, et après tu fais un twist. Tu dis que par l'œuvre de Manzoni, c'est ça? La boîte à merde. Voilà, c'est ça. En fait, tu montres une œuvre de Manzoni qui est une boîte de conserve avec où il y a marqué dessus Mierda di Artista. C'est un mec qui a chié dans une boîte de conserve. On ne le sait pas parce qu'elle est fermée. On sait pas parce mais il s'avère qu'il y en a qui sont ouvertes, donc on a pu savoir que vraiment c'est ça qu'il avait fait. Alors, on ne sait pas si c'est de son chien ou si c'est la sienne, on ne sait pas. Nous sommes en 1961. Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique. Et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'italien, hein? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90, des petites boîtes comme ça, 30 grammes dans chaque. Et là, il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. Eh oui. Et donc, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 €. 30 grammes, 120 000 €. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Moi, je dis juste, pensons-y. Et je dirais même, pensons-y en tirant la chasse. Bon, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne et il vient me voir et il dit « Oui, votre spectacle, c'est amusant, mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « L'art moderne, ce qui compte, c'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. » Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu, cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, c'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Voilà. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'Imodium, je pense on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là. La question de, est-ce qu'on peut tous être artistes ? Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je vais prendre un dafalgan. Alex Vizorek! Alex! Mais en fait, il a vraiment vendu, à l'époque donné, parce que personne n'en voulait, il a fait 90 boîtes où il y a marqué « merde d'artiste » dessus. Ouais.
Et qui se sont vendus 120 000 et qui après se sont vendus très très cher parce que c'est assez rare et puis c'est un artiste important. Et je trouve ça fascinant parce qu'il est arrivé au bout et c'est là où je dis en fait, est-ce que c'est pas nous qui sommes cons et eux qui sont très intelligents? Et je trouve que pour moi c'est ça le questionnement de l'art, c'est que tant que tu t'interroges, pourquoi le mec il a pas un tableau blanc? Parce qu'évidemment, pratiquement c'est facile à faire. Hein. Pourquoi il a fait à ce moment-là? Pourquoi dans les années 60, quand il y a Warhol, en face, t'as un mec qui peint des... Enfin, non, Warhol arrive après, mais ça raconte un truc. Et il faut dépasser l'idée de dire c'est juste blanc. Après, je trouve qu'il faut rire avec. Et comme tu dis, je m'en moque gentiment parce que j'aime ça vraiment. Et il y a des artistes contemporains qui sont venus me dire mais pourquoi vous faites ça? Et je dis mais j'aime l'art. Et ça les a déstabilisés. Ils m'ont dit mais c'est vrai? J'ai dit mais oui j'aime l'art. Et j'ai acheté de l'art après. Tu vois. Je trouve que justement quand tu regardes ce sketch, t'as envie d'aimer l'art parce que ta phrase de fin c'est est-ce qu'il a voulu dire est-ce qu'on peut tous être artistes? Ou alors tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Et ce que j'aime bien, c'est que tu le dis ça, mais tu le dis pas de manière condescendante, comme si tu nous jetais à la gueule quelque chose. Tu prends aussi conscience de ce que tu es en train de dire, et tu dis, oh, il me faut un Doliprane. Ouais. Et tu finis comme ça. Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, ça permet de te mettre au même niveau que nous, en tant que public, où on a l'impression d'avoir l'air con d'un coup, parce qu'en fait, on se dit, putain, on vient de se moquer d'un truc où au final, le mec était beaucoup plus intelligent que moi. Et c'est pas mal, ça. Et en même temps, ça nous ressort du truc en se disant, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, du coup c'est stylé quoi. Je te remercie d'avoir reçu comme j'avais envie de le donner. Et effectivement à Montreux, j'arrivais en bout de mon spectacle, donc j'avais beaucoup joué et je le maîtrisais un peu mieux. Et je suppose qu'on va être écouté par pas mal de gens qui ont envie de faire ce métier. Ouais. Ce sketch et ce spectacle, au début, mon problème, c'était l'arrogance. Les gens pensaient que je venais leur expliquer quelque chose en étant au-dessus d'eux. Et ce que tu viens de dire qui est, tu nous ramènes à la réflexion avec toi. J'ai mis un peu de temps à piger que ce qui était intéressant, c'est pas de dire aux gens regardez ce que je sais, mais apprenons ensemble. Et même dans tes intonations, dans ton langage corporel et dans ta façon de livrer les blagues, une fois que t'es dans ce bon rapport, qui est celui-là, enfin je l'ai compris après, les gens ils rient avec toi. Quand je me la pétais au début, parce que sans doute j'étais pas à l'aise sur scène moi-même et donc il fallait que je me donne une consistance, les gens riaient pas de la même façon avec moi. Et pourtant, c'était les mêmes vannes. Et ça, c'est tout le travail que tu essayes de faire et de perfectionner? Oui, je vais pas dire que c'est l'aboutissement absolu de mon art, mais maintenant, j'ai plus cette intuition. Et ça, moi, je compare notre métier à pilote d'avion. Parce qu'une fois que tu as le diplôme de pilote d'avion, tu sais faire décoller et faire atterrir un avion, a priori. Ouais. Et une fois que tu es monté un peu sur scène, tu sais monter sur scène et tu sais dire ton texte. Mais tu n'es vraiment bon que quand tu as des heures de vol, parce que s'il se passe quelque chose, tu sais réagir en gardant ton calme et en gérant le truc. Quand tu commences, t'es assez vite angoissé par les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, si ça rigole pas après 2 blagues ou ça rigole d'habitude, tu accélères, tu boules, tu te prends trop au sérieux. Du coup, tu casses la mécanique. Et une fois que t'as maîtrisé ça, tu dis ok, c'est pas grave. On continue, on est dans un trou d'air et on va le passer tranquille. Mais ça, en fait, ça s'apprend pas. Et c'est en ça que sans doute, on est meilleur aujourd'hui heureusement qu'il y a 10 ans. Clang! Ça, c'est le grand moment! Clang! Le coup de cymbale! Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé. Clang! On comprend tout, toute l'émotion. On comprend même pourquoi un homme décide de devenir joueur de cymbales. On comprend! On comprend pas ça. Pourquoi un homme normal, équilibré, athée, décide de devenir cymbaliste ou cymbalier? On peut dire les deux, oui. J'ai fait des recherches. Personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient 3 fois sur 3h58 de symphonie. J'ai remarqué quand même que c'est ta 7e fois à Montreux. C'est possible, ouais, c'est possible. J'ai fait la cymbale, c'était mon tout premier Montreux. C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans et en fait, moi, j'avais gagné un concours à Vevey du meilleur humoriste suisse de l'année. Et comme il manquait de candidats, ils ont pris un Belge dans le concours. Ouais. Il s'avère qu'on a l'impression qu'on est dans un aéroport, mais on est dans la salle. C'est très bizarre, justement. Je voulais t'interrompre, mais je te reprends tout de suite. En fait, on est dans le festival de Montreux et on est effectivement dans une espèce de coin VIP où il y a des fauteuils et ils font des tests parce que ça, c'est l'annonce pour faire rentrer le public. Mais ce sera ce soir.
d'accord, je savais Donc pas. ça fait bip bip bip. Fatalement, pour je l'entends annoncer, jamais parce que je suis pas de ce côté. Le public, voilà. Et je pense que c'est juste un test. J'espère qu'il ne faut pas le faire régulièrement pendant 1 heure parce que sinon ça va être insupportable. Disons que le test est réussi, hein, ça Alors, marche bien. Dans l'énergie que tu étais, tu me disais que tu as gagné un concours à Vevey. Oui, j'ai gagné un concours à Vevey au Théâtre de la Grenette. C'est un tout petit café-théâtre. Ouais. Le meilleur humoriste suisse de l'année. Et c'est Charlotte Gabris qui avait gagné l'année d'avant. T'es belge, hein? Eh ben oui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à un moment, il n'y avait pas assez de candidats. C'était une époque où il y avait parfois manque d'humoristes. Et donc moi, j'avais envoyé, je sais pas pourquoi j'étais tombé là-dessus sur Internet, j'avais envoyé ma candidature et ils m'ont dit, en fait, vous êtes marrant, vous venez faire le concours. Ouais. Et il s'avère que c'était à peu près impossible que je gagne pas parce qu'on était 3 et j'étais vraiment, le sketch était bon et tout. Et là, ils se sont dit, en fait, vous savez quoi, on va donner le prix François Sylvain, qui est un grand humoriste suisse décédé, à un Belge, ce qui était quand même improbable. Et j'ai trouvé que la maman de François Sylvain était d'origine belge, ce qui m'a permis lors du discours de remerciement de dire qu'il y avait une forme de logique alors qu'il n'y en avait pas. Et le prix, en fait, je croyais que c'était juste le prix François Sylvain, il y avait un peu de sous à gagner. En Suisse, tu gagnes toujours de l'argent liquide. Ils donnent une enveloppe avec des sous. Je trouve ça génial. Et Grégoire Führer, qui est dans la salle, me dit en fait, l'autre prix, c'est que tu peux venir jouer ce sketch dans le gala de Ramsey et Rollin, deux super idoles dans lequel il y avait Astier qui joue un sketch. Alexandre Astier, qui joue un sketch sur la musique classique, qui jouait Bach au clavecin, il y avait un clavecin sur scène. Et moi, je me dis, mais quelle chance inouïe, quoi. Moi, j'ai joué que devant des salles de 80, 100 places. Et d'un coup, un mois après, parce que c'était un mois après, je venais au Festival de Montreux, j'avais ma gueule en tout petit ou mon nom en tout petit sur les affiches, mais à côté de vedettes. Et je venais faire 7 minutes dans un grand gala. J'étais comme un dingue. Ça s'appelle la cymbale. Ouais, le sketch s'appelle le cymbaliste. Ouais, c'est ça. Et il est encore sur YouTube. C'était. Je l'ai vu. Tu dépeins le fait que, la prémisse, c'est l'idée que comment c'est possible de devenir cymbaliste. Voilà. C'est un peu ça. Exactement. Et tout le monde m'a dit, c'est un bon axe parce qu'on l'a tous un peu pensé. On en a fait une blague, mais toi, tu as fait un sketch de, en l'occurrence, 7 minutes pour Montreux, mais il fait 12 minutes dans le spectacle d'origine. Et j'étire le truc en disant, pour draguer les filles, c'est quand même sans doute pas le meilleur instrument. Si Rostropovitch, le jour de la chute du mur de Berlin, il jouait des cymbales plutôt que du violoncelle, ça aurait pas eu le même impact. Ce qui rejoint ce qu'écrivait Patrick Suskind dans La contrebasse. Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf dem Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf dem Kontrabass. On peut dire la même chose pour les cymbales. Ce qui nous conduit à la grande question que nous allons nous poser ensemble. Attention, concentration, c'est la minute culturelle. Des cymbalistes, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres ? Je répète la question. Des cymbalistes, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres ? Qui est le virtuose ? Qui est le Rostropovitch de la cymbale ? Mieczysław Rostropovitch, c'est cet immense violoncelliste russe, connu pour avoir joué le long du mur de Berlin quelques jours après sa chute. C'est extrêmement émouvant. Nous sommes le 11 novembre 1989. Il est au pied du mur et il joue Bach. Imaginez un peu à sa place le plus grand cymbaliste soviétique. Je me suis dit en l'écrivant, allez, partons dans tous les délires. À quoi ça sert, comment, quelle est l'origine du joueur de cymbales, quelle est sa spécificité. Je cite du Suskind en allemand que je traduis pas, et c'est toujours un truc qui fait assez rire. Et tout ça avec un air d'intello, parce qu'à l'époque, je jouais un demi-personnage, parce que j'avais pas encore l'assurance de faire du stand-up pur et dur, donc je faisais un personnage un peu plus loufoque, qui était pas loin de moi, mais qui était pas moi. Tu viens de détruire la construction de mon interview. Merde. En une phrase, c'est exactement ça que je voulais te dire, en fait. C'est que on a l'impression qu'il y a 12 ans, vu que tu arrives, vu que on est en audio, tu as vraiment ce cravate noire, chemise blanche, et même tu as un dialecte où tout est très, comment tu dis, articulé, où ça fait tout de suite très intello, très premier de la classe, quoi. Alors, et est-ce que c'était c'est ce personnage que tu joues, mais qui est un peu toi aussi, mais quoi, non ? Ce personnage était en stand-up, si tu veux.
C'est-à-dire qu'il s'adressait au public et tout, mais c'était quand même un personnage. Et petit à petit, j'ai trouvé plus d'aisance, donc j'ai un peu décroché de cette élocution, je mettais moins de gel dans mes cheveux, j'ai enlevé les lunettes, j'ai enlevé la cravate, je suis un peu devenu plus moi-même. Et les quelques passages que tu vois après, notamment celui sur l'écologie, le gars-là, je crois que c'était Thomas Wiesel et Fary. Oui. C'était un gars-là stand-up. Et Thomas Wiesel m'appelle et me dit... Ça, c'est quand tu as fait l'écologie, il y a 3 ans. Merci. Et Thomas Wiesel m'appelle et il me dit, écoute, on aimerait bien t'avoir dans notre gala. Moi, je suis flatté parce que c'est 2 personnes que j'aime bien et que je trouve hyper talentueuses. Et ils m'ont dit, mais la seule contrainte, c'est que c'est un gala stand-up, donc tu vas faire du stand-up. Et je t'interdis de projeter quoi que ce soit. Et je dis, ok, tu sais quoi, défi relevé. Et donc, je suis allé dans quelques comédie clubs faire du pur stand-up, parce que je crois savoir faire aussi, tu vois, mais quand même dans mon style et tout. Avec Martin Luther King. Oui, mais je me suis trompé, apparemment, c'est Martin Luther qui a dit ça. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que la citation était fausse, mais elle est beaucoup répertoriée comme fausse. Ça, c'est ton public, ça. Ouais, c'est pointu, c'est pointu. Bonsoir Montreux, vous allez bien? Martin Luther King a dit, toujours important de commencer avec quelqu'un de plus brillant que soi. Pour la plupart des humoristes, assez facile à trouver. Moi, j'ai un peu ramé. Mais Martin Luther King a dit, si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. C'est beau. C'est beau et ça explique aussi pourquoi les Noirs dirigeront jamais le monde. Mais non, un Blanc, si tu lui dis que demain c'est la fin du monde, il vient faire un emprunt sur 20 ans dans une banque à Zurich et on va lui donner son emprunt. Déjà parce qu'il est blanc. Et alors non, je dis pas que les Noirs n'ont pas le droit d'avoir un compte en Suisse, mais on n'est pas là pour parler dictateur africain. Merci pour l'accueil. Et... de rien, c'est cadeau. Non, le blanc, il pense pas planter un pommier. Le blanc, il ne pense qu'à sa pomme. Je vous avais dit que j'étais brillant. Je pense que vous n'êtes pas trop déçus. Et j'ai pris un peu de blanche la mise en scène, qui consiste à avoir un micro droit et pas bouger. Je trouvais que c'était fort. Je lui dis, si ton texte est bon et si tu la scènes bien, ça peut suffire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire du stand-up. Ouais, moi je trouvais que ça a bien marché. Justement, je voulais te poser une question un peu plus tard peut-être parce que je voulais repasser justement sur 4 passages, ce qui était effectivement le premier qu'on a fait, où c'est exactement ce que tu m'as dit. Le deuxième qui est l'art, qui est pour moi un peu le plus emblématique de ce que tu as fait à Montreux. L'écologie, parce qu'il est justement très stand-up et qu'il est un peu différent. Alors j'étais venu habillé quand même en costume. Et je crois que je le dis au début. Je peux dévoiler un truc parce que c'était marrant. Vas-y, dis-moi. On jouait 2 fois le gala. Ouais. Et le gala que tu as fait avec Fary et Thomas. Avec Fary et Thomas. Okay. Et donc ils avaient rien demandé dans mon texte et tout. Et on arrive, et je fais mon sketch, et vraiment, je veux me moquer un peu des stand-uppers, mais gentiment, tu vois. Je dis, écoutez, je suis désolé, je suis bien habillé, ça doit vous choquer. Parce qu'évidemment, le stand-upper aime bien arriver comme il était dans la rue, et ça fait partie du truc. Et je dis, je suis désolé, je vais aussi vous raconter les trucs intéressants, ça va peut-être vous surprendre. Et en fait, je trouvais que c'était une vanne, parce que je pense évidemment que les stand-uppers disent des trucs intéressants, mais dans le personnage un peu... Ouais, alors t'as ce côté-là, arrogant. Un peu arrogant, condescendant. Je me suis dit, je vais raconter cette blague. Quoi. Mais qui fait partie aussi de ta puissance comique. J'espère, que les gens savent que si tu m'écoutes un peu à gauche à droite, tu vois que normalement c'est pas ça que je dégage. Mais ici, c'était pour me trouver une consistance par rapport à tous ces stand-uppers, c'est le métier. Et ils m'ont convoqué entre les 2 galas en disant, pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, c'est une blague. Oui, je te jure. J'ai dit, c'est une blague, les gars. Mais tu te moques des stand-uppers. Je dis, mais non, mais j'ai dit, c'est une blague. Mais pourtant, un stand-upper de base se moque de tout le monde. C'est ce que je leur ai dit. Et Thomas m'a dit, non, mais t'as raison, on est con. Et Fary m'a dit, dis ce que tu veux. Mais je voyais bien que ça les énervait. Et en fait, ils avaient pas tort, parce que tu vois, je désamorçais pas. Et je crois qu'à la deuxième, peut-être c'est celle qui est filmée, je désamorce un peu en disant que c'est moi qui est con. Parce qu'évidemment, dans ces blagues-là, quand tu fais passer les autres pour des cons, ça peut être marrant. Mais il faut quand même à un moment qu'on estime que c'est toi qui es con. Et je pense que c'est ça, là, une bonne règle du stand-up. Moi, j'aime bien quand c'est nous qui passons pour l'idiot. Ouais, mais c'est une force importante. Mais je trouve que tu le fais justement hyper bien parce que tu as un langage articulé, des habits qui font que tu as un côté hyper intellectuel. Mais dans ce que tu racontes, t'es pas tout le temps sur une force intellectuelle. Et d'ailleurs, tu as une phrase dans l'écologie qui, moi, je trouve résume vachement bien ce que tu fais et que j'adore. C'est
on va parler. Je parle de Martin Luther King et de finition buccale. Ça résume bien mon travail, quoi. Non, alors je me suis renseigné pour le gala ce soir sur les actes écologiques. Et figurez-vous qu'il y a une étude suédoise qui est sortie il y a 1 mois et demi qui dit que l'acte le plus écologique, c'est ne pas avoir d'enfants. Ça représente en équivalent CO2 par an 40 voyages en avion transatlantique. Les écolos, là, vous avez des gosses, ceux qui votent écolo ? Eh bien, les autres, sachez que si vous n'en avez pas, vous pouvez aller par an 15 fois en Australie chasser le kangourou en 4x4 diesel. Vous êtes plus écolo que... Faut avouer, c'est marrant, c'est con. Après, je dis pas, cette étude, elle est plutôt intéressante parce que moi, par exemple, je pratique beaucoup la finition buccale. Oui, mais ça fait de moi un écolo et je le savais pas, si vous voulez. Ouais, le sketch est bien équilibré parce que je parle de Martin Luther King, mais aussi je parle de la finition buccale. Donc voilà, de temps en temps, on va apprendre quelque chose et puis de temps en temps, je glisse une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. C'est tellement ça. Et dans le nouveau spectacle, je parle d'Heidegger et je parle de Golden Shower. Si tu veux, l'entièreté de ma carrière peut être résumée dans ces 2 phrases. Vraiment, un artiste célèbre. Voilà, il y a 2 trucs. Porno. Des grands intellectuels admis sur France Culture et puis de la grande gaudriole. Et je pense que c'est beaucoup plus drôle une blague sur la Golden Shower quand elle arrive après Heidegger où les gens sont un peu concentrés pour dire là, il faut que je suive un peu parce que c'est un poil plus compliqué. Et derrière, tu te mets un gros truc vulgaire et le rire, il est presque libérateur. Mais est-ce que ça, justement, c'est quelque chose que tu as bossé ou entre guillemets, c'est venu avec le temps ou c'était tout de suite quelque chose qui te plaisait dans la manière de faire de la comédie sur scène ? Je crois que c'est quelque chose que j'ai un peu vécu intérieurement. C'est-à-dire que quand tu es à un dîner et que les gens tirent vers l'intello, ça m'angoisse et je me dis, il faut dire une connerie. Et à ce moment-là, quand tu dis une connerie, en fait, tu sens que tu désamorces tout le monde et tu les déstabilises. Et du coup, je me la suis un peu appropriée à moi-même. Quand je fais trop l'intello, c'est bien que derrière, je m'auto-savonne. Ouais. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Quand des gens racontent que des blagues de cul dans un bar, t'as envie de dire, vous savez, Nietzsche était d'accord avec vous. Ouais. Et en fait, c'est ce décalage-là qui fonctionne. Prendre le contre-pied. Exactement. Ouais, et surtout, j'aime pas quand les gens se prennent au sérieux. Dans aucun sens du terme. Ceux qui se prennent au sérieux et qui disent, non, mais ça, je suis au-dessus de ça, ça m'énerve. Et ceux qui sont qui font les gros beaufs, alors qu'en fait, tu peux leur dire, mais en fait, tu savais, on n'est pas loin. Parmi les grands philosophes, parmi les grands intellectuels, il y a des beaufs aussi, en fait. Et là, ne croyez pas que c'est 2 mondes séparés. Ouais. Et moi, j'aime bien être là. Ça, c'est marrant. Je ne veux pas faire chier, faire mon intello et tout, mais on dirait Bergson. J'adore. Je le citais dans le premier spectacle. Tu vois, ouais, bien sûr. Parce qu'il parle de ça, il parle justement de la rigidité. Il dit que quelqu'un qui se prend un poteau dans la rue, c'est drôle, mais si c'est un banquier, c'est plus drôle que si c'est un SDF. Parce que plus la personne est rigide, bien sûr, plus tu vas entre mécanique, un peu pour interpréter, pour dire socialement qu'il a été trop loin, qu'il a été trop rigide, qu'il a été trop droit, et le ramener dans le groupe. Il y a rien de plus drôle qu'un mec qui tombe, hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est toujours plus drôle si c'est quelqu'un qui, dans la hiérarchie sociale, est plus haut. Bah ouais. Ça, c'est le sketch, un sketch culte, c'est le sketch d'Alexandre Astier sur la physique quantique. C'est aussi ce genre de truc qui m'a donné envie. Ça te rapproche finalement. Ouais, moi j'adore ça. Je veux dire, évidemment qu'on est héritier de ça. Quand j'ai vu ce sketch, j'ai dit qu'est-ce que c'est drôle parce qu'il raconte vraiment ce que c'est la physique quantique. Il explique un peu ce que c'est et il parle des limites. Donc il y a vraiment des codes. Tu sens qu'il a en tout cas, il a fait des recherches sur le côté scientifique. Et après, il fait des blagues de potache en disant que tel ou tel chercheur a une vilaine coupe de cheveux. Je trouve ça tellement drôle. C'est marrant parce que je finis toujours mes podcasts en posant la question si jamais il y a quelqu'un à Montreux qui est passé à Montreux que tu aimes ou que tu as envie de mettre à la fin de ce podcast-là, qui tu mettrais. Mais là, j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens avec Astier, quoi. T'imagines le premier Montreux que je fais, on me dit parmi les invités du gala Roland Ramsey, il y a un autre mec qui va faire un sketch sur la musique classique. Ah, je dis c'est qui ? C'est Alexandre Astier. Je dis ah merde, coup de bol, je crois que je passais avant lui. Mais il fait là les prémices de son spectacle sur Bach. Il vient avec son clavecin et en fait il joue un personnage, donc on n'était pas du tout sur la même ligne. Mais il jouait Bach en fait, qui recevait des coups de téléphone parce que sa femme était enceinte. Effectivement, l'anachronisme est déjà drôle. Bach qui décroche un téléphone portable, c'était déjà marrant. Et donc oui, mais un extrait de ça, j'étais tellement fier de saluer. Avec, entre autres, François Rollin, qui est vraiment une référence pour moi aussi, tu vois. Et Alexandre Astier. Bon,
évaluation du nouveau. Le nouveau, ouvre tes esgourdes, les autres vous grattez, je ne vais pas vous entendre. Alors, l'oreille absolue, tu l'as pas. Il sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça? Do, tu l'as pas. Ça, déjà de ce point de vue-là, t'es tranquille. Ensuite, là, taisez-vous les autres. La ferme. Alors là, on a affaire à une montée d'escalier, non, diatonique. Là, une descente d'escalier non plus, chromatique. Ensuite, ça, cet enchaînement d'accords, là, 2-5, 2-5, ça s'appelle une marche d'escalier, toujours pas. Donc, harmonique. Dans une fugue, le premier truc qu'on expose, c'est on l'a dit tout à l'heure, il sait pas, le sujet. Ensuite, quand on reprend le sujet à la carte au-dessus, ensuite, ça s'appelle la réponse. Bon, il sait pas. Très bien, donc bien. Bilan de l'évaluation, donc, je te garde, hein, je te garde. Pour une raison extrêmement simple, je n'ai absolument pas les moyens de m'asseoir sur du pognon en ce moment. Voilà, que ce soit très clair, le Kapellmeister, il est pendu par les noyaux. Hein. Les gars visitent la cabane toutes les 2 semaines pour piquer le mobilier. Encore heureux qu'il nous ait laissé la babasse. Peut-être que le cours prochain, on sera obligé de les faire en tapant des mains, Jean du sifflet. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!